Merci beaucoup, M. Villedieu. Oui, elle n'est pas très grande. On a ça en commun aussi. Les noms qui se ressemblent beaucoup. Donc, je préfère la voix aussi, moi, ça dérange pas. C'est dangereux. Oui, bien, en fait, on vient vous parler d'eau potable et de puits artésien. Par contre, on peut faire des liens avec la présentation de Richard juste avant. D'abord, on a mis beaucoup de couleurs dans notre PowerPoint. Ensuite, on vient vous parler en fait de consultation, de mobilisation citoyenne autour d'un enjeu important comme l'accès aux soins, qui est l'accès à une eau de qualité. Puis, on vient également vous parler de l'inégalité de santé entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Donc, nos co-auteurs sont Dominique Beaulieu de l'UQAR et Jacqueline Drapeau, professionnelle de recherche à l'UQAR, Julie Lambert, qui est à la direction de santé publique, et Véronique Brochu, qui est à l'organisme des bassins versants de la Rivière-Chaudière. Le plan de la présentation, on ne voulait pas vous présenter nécessairement des résultats du projet. On veut plus vous parler de notre démarche, de notre lien de partenariat, ce qu'on développe ensemble présentement. C'est ce qu'on va vous partager. On va quand même vous mettre en contexte, en fait, de la problématique. Ensuite, on aborde brièvement, en fait, ce qu'on fait dans le projet Au Puits, parce que on s'est trouvé avec un très long titre, donc on appelle notre projet Puits. Puis, on vous laisse avec quelques leçons apprises de notre collaboration. Ok, vous savez que je change ça. C'est ça. Bon, mais bonjour. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, je vais faire une courte mise en contexte. C'est moi qui ai starté le bal, comme on dit. Alors, je vais pas vous parler de cette belle aventure-là. Pour commencer, il y a tout près de 103 000 personnes en Chaudière-Appalaches qui s'alimentent à partir d'un puits privé. Et justement, dans la salle où je me questionnais à savoir, est-ce qu'il y en a qui ont un puits à la maison, un puits artésien, un puits surface, lever la main peut-être? Hein? Ok, quand même. Parfait. Et puis, la seule façon de connaître la qualité de son eau, c'est de la faire analyser. Et parmi ceux qui ont levé la main, justement, la réponse est malheureusement au tableau, mais j'aurais été curieuse de savoir si vous connaissiez les recommandations en ce qui a trait au puits. Eh bien, c'est 2 fois par année ou encore c'est des changements pour ce qui est du microbiologique. Et puis, une fois pendant la période d'utilisation d'un puits pour les facteurs physico-chimiques. Et puis, en fait, effectivement, la contamination comme telle, la plupart du temps, ça se goûte pas, ça se sent pas, ça se voit pas non plus. Donc, si vous ne connaissez pas les recommandations, eh bien, au nom de la Direction de santé publique, je souhaiterais vraiment que vous suiviez ces recommandations-là. C'est important parce qu'on peut boire une eau qui est contaminée sans le savoir. Elle peut nous rendre malade aussi, puis on ne le sait pas non plus. Alors, pourquoi la Direction de santé publique, on s'en intéresse autant aux puits privés? Parce que c'est quand même une responsabilité qui est dévolue aux propriétaires comme tels, aux citoyens. Eh bien, j'espère que vous ne direz pas parce que c'est parce qu'on aime avoir notre nez fourré partout, parce que c'est pas vrai. C'est pas juste, c'est vraiment à cause des effets à la santé, vraiment que ça cause un très large éventail de symptômes. Ça peut être autant les symptômes gastro-intestinaux, ça peut aller jusqu'au cancer, en passant par les effets neurologiques, la perte de QI, et des maladies cardiovasculaires aussi, donc somme toute vraiment pas banales. Et cette problématique-là ne semble pas intéresser beaucoup de monde dans le sens que les propriétaires sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas de contrôle réglementaire là-dessus. C'est vraiment à eux là, que revient cette lourde responsabilité-là. Et il y a énormément d'obstacles qui s'y rattachent. On va pouvoir en discuter un petit peu tantôt. Donc, rapidement, en 2002-2006, le ministère de l'Environnement il a fait des études dans des puits de la région pour en venir à des résultats quand même. Ça date un peu, là, vous allez me dire, mais malheureusement, c'est tout ce qu'on a pour le moment. Il y avait quand même la contamination fécale en quantité assez importante, et puis je vous apprends rien en disant qu'il ne devrait y avoir aucune bactérie fécale là, dans l'eau de puits, parce que justement, ça nous rend malades. Donc, toutes les contaminations d'origine humaine, les activités humaines qui sont problématiques, mais en Chaudière-Appalaches, on a des problématiques particulières physico-chimiques dues à la nature du sol en place, donc on ne peut pas contrôler. On a du barium, de l'arsenic, du manganèse, pour en nommer que quelques-uns. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus? Bon, parfait. Et puis, rapidement, comme il n'y a pas de juridiction d'encadrement légal, comme on sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens en fait, qui nous apparaissent à faire des analyses, que ça peut nous rendre malades et tout, en Chaudière-Appalaches, on a tenté beaucoup d'actions finalement pour inciter les gens à faire leur analyse, puisque c'est vraiment un moyen qui, somme toute, paraît assez simple finalement pour en connaître la qualité, mais qui ne se fait pas.
Il y a eu des programmes volontaires, des trousses, d'échantillonnage finalement qui étaient offerts gratuitement directement à la porte des gens là, à leur maison pour qu'ils prennent les échantillons, qu'ils les renvoient. Il y a eu des campagnes massives de sensibilisation, dépliants à louette là, dans des journaux et aussi des services d'analyse à moindre coût. Et malgré tout, il y a vraiment toujours peu de propriétaires qui font leur analyse. Donc là, on se dit, ben coudonc, qu'est-ce qui se passe? À cet effet-là, l'équipe de l'UQAR a fait une belle revue de littérature qui vient mettre en lumière finalement les obstacles. Il y en a vraiment beaucoup, mais pour n'en nommer que quelques-uns, les coûts des analyses n'en est un. Il n'y a pas d'accès en laboratoire. En Chaudière-Appalaches, il n'y en a aucun. Donc, on peut penser que notre madame de 70 ans, Saint-Théophile, prendre son auto pour monter à Lévis, à Québec, même il n'y en a pas à Lévis, excusez, monter à Québec, ça commence à faire une moyenne trotte. Oui, c'est ça commence à faire une bonne trotte. Alors, et il y a beaucoup de fausses croyances, de manque de connaissances. Ben moi, ça fait maintenant que j'ai analysé l'eau de mon puits, puis elle était bien belle, elle l'a encore aujourd'hui. Elle est bonne, elle goûte à rien. Je ressemble à quoi? Alors, effectivement, le non-passage à l'action, finalement, il est lié à un cocktail d'obstacles, ni plus ni moins. Alors, en somme, il y a un problème de santé publique, certainement, il n'y a aucun doute là-dessus, mais avec des solutions qui sont en grande partie individuelles. Donc, à nous, comme instance, à ce moment-là, que peut-on faire? C'est une très lourde responsabilité. On dirait que le citoyen, finalement, ne le sait pas à quel point c'est important. C'est juste un besoin de base aussi, disons-le. Et c'est malheureusement aussi très fortement lié aux inégalités sociales de santé. Alors, un dossier qui nous interpelle vraiment. D'où, finalement, est né le projet OPUI 2018-2019. Et ça m'amène à vous jaser un petit peu des initiateurs du projet. De par cette diapositive-là, moi je vous dirais très sincèrement que ce qui la résume très bien, c'est vaut mieux connaître quelqu'un que connaître quelque chose, parce que dans mon cas, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai tout banalement un matin passé un appel à une directrice générale du Cobaric, avec qui je travaille dans d'autres dossiers, qui j'avais oui, le goût de jaser plus privé, mais j'avais une autre idée en tête. Finalement, bon, c'était pas une si bonne idée que ça. Elle m'amène vers d'autres actions, puis elle me dit tout bonnement, mais Ginny, appelle Lily Lessard, tiens, ça va bien travailler avec elle. Je travaille un dossier, inondation, là, puis elle dit, ça va super bien. Ben, parfait. Je raccroche, mais je ne cacherai pas que j'avais aucune idée des attentes que j'avais moi envers Lily là, quand j'ai passé le coup de téléphone. Mais chose certaine, je voulais vraiment la contaminer avec mon projet en me disant, ben, non, c'est ça, pour qu'elle embarque avec moi. Elle appelle Lily, je peux vous dire que je suis très fière aujourd'hui parce que j'ai vraiment réussi cette journée-là, j'ai atteint mon objectif, j'ai contaminé Lily et elle a vraiment pris ce projet-là sous son aile, elle a contaminé d'autres ressources aussi qui s'est joint avec nous. Elle a amené aussi beaucoup d'idées d'action, des ressources matérielles, toutes ses connaissances aussi des différents processus, sa façon d'animer est excellente. Donc, vraiment, c'était gagnant. Et très sincèrement, elle m'a fait connaître tous les différents concours du Centre de recherche du CIS, à moi et à mon équipe, parce que malheureusement, on ne connaissait pas là, du tout ces options-là qui étaient à portée de main. Soyez rassurés, là, j'ai vraiment cette carte d'atout-là là, dans ma poche aujourd'hui. Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé de façon aussi banale. Alors maintenant, on a un projet qui fait quand même rêver d'autres instances, qui est sous la loupe impatiente, autant dire, du ministère de l'Environnement au niveau provincial, qui nous regarde. Il y a hâte de voir qu'est-ce qui va en ressortir pour pouvoir répercuter ça là, un peu partout ailleurs. On se retrouve un peu en situation de laboratoire, en fait, pour d'autres initiatives en province. Merci, Jenny. Les beaux commentaires. En fait, Tu me demandes mon réponse. Oui, non, je vais avoir la vérité tout à l'heure. Donc, on a bénéficié d'un financement de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis dans le cadre des initiatives structurantes. Initiatives structurantes, c'est pas un projet de recherche. C'est ce qui devrait précéder, c'est ce qui précède, en fait. Donc, la consolidation d'équipes, de créer des liens de partenariat, de se doter d'un plan. Donc, c'est dans cette lignée qu'on vous présente le projet OPUI. Donc, puis, juste pour dire, le ministère de l'Environnement a vu ça et a doublé la mise, finalement, au niveau du financement. Donc, on les remercie infiniment. Le but, les objectifs du projet, en gros, c'est de doter la région de Chaudière-Appalaches d'une stratégie durable, intersectorielle, concertée pour améliorer la pratique de l'analyse de l'eau des propriétaires de l'OPUI.
Donc, on vise à consolider des liens entre les acteurs impliqués, dresser les premiers jalons d'un plan d'action et réfléchir ensemble à l'implantation et son évaluation. Notre contribution, c'est sûr que nous, entre autres, il y avait une importance d'ancrer ce projet-là dans des savoirs théoriques, empiriques, mais beaucoup contextuels et expérientiels. Donc, au niveau théorique, on se fonde sur des théories reconnues en changement de comportement qui permettent, en fait, d'embrasser un peu de la complexité des différents obstacles, en fait. Du côté empirique, on a réalisé une revue de littérature sur les interventions les plus efficaces duquel on pouvait s'inspirer. On a retrouvé, en fait, beaucoup d'interventions, très peu, malheureusement, sont évaluées, ou évaluées d'une façon, en fait, qu'on peut se fier aux résultats. Donc, il y a du travail à faire à ce niveau-là. Mais ce qu'on a vu, en gros, bon, il y a des moyens pour accroître les connaissances, sensibiliser, en fait, les gens, accroître l'accès, rajouter des lois, tout ce qui est des actions autour des agents de changement communautaire. Mais ce qu'on voit, c'est que si on les utilise seuls, ça ne fonctionne pas. Donc, ça nous prend des solutions complexes. Donc, on va faire le lien avec le Rubik's Cube de ce matin. Là. Nous, on est vraiment là, dans le rafting ces temps-ci. Donc, il y a des fondements également expérientiels. En fait, le financement actuel nous permet vraiment de créer des activités pour aller chercher le pouls du terrain. On a commencé avec nous-mêmes, en fait. Direction de santé publique, santé environnementale, qui ont fait une connaissance, en fait, des enjeux contaminants santé. Le COBARIC, notre organisme des bassins versants, qui a une connaissance au niveau d'hydrogéologie, en fait, essentielle. Puis nous autres, au niveau de l'UQAM, en fait, c'est le département de sciences infirmières. Bien, nous autres, les infirmières, on avait toute cette intervention en changement de comportement, puis étude de besoins. C'est quelque chose qu'on était capable de faire aussi. Donc, on a commencé à partager nos savoirs, développer un langage commun, déjà se démêler avec les acronymes de tout un chacun, ça a été un bon défi. On a identifié nos sources d'informations communes, puis identifié des acteurs qui allaient faire partie éventuellement d'un comité élargi. Ce comité élargi, je vous dirais, moi, c'est, Jenny, je pense aussi, je parlais pour toi, mais ma grande fierté, en fait, de ce projet-là. On a éclaté la bulle interdisciplinaire, on est vraiment intersectoriel. Donc, notre comité élargi est formé d'une quinzaine de personnes du domaine de la santé, avec la direction de santé publique, des universités, mais également du ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, Pêche et Alimentation, des citoyens. Nous, on a des citoyens partenaires fondés sur le modèle des patients partenaires. On est allé chercher cette littérature-là et on l'a appliquée à des citoyens partenaires, dont des agriculteurs, des organismes de bassin versant de la région, des élus. Donc, on a un maire autour de la table capable de mobiliser, en fait, la sphère politique. Le Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches et l'Union des producteurs agricoles. Et on a de nouvelles personnes, entre autres nos organisateurs communautaires là, qui vont embarquer, Ville de Lévis aussi. Donc, on a de nouveaux acteurs. Le 15 mars dernier, nous avons fait une première activité de consultation, en bon français, brainstorming, tempête de cerveau, pour vraiment ressortir c'est quoi les obstacles, les priorités d'intervention, les initiatives prometteuses déjà présentes dans le milieu, est-ce qu'on ne peut pas miser sur des choses présentes dans le milieu, des particularités régionales aussi, le code Chaudière-Appalaches, donc c'est quoi la couleur qu'il faut prendre en considération, et de discuter des actions à mettre en œuvre. Les défis rencontrés, c'est de concilier les langages, on l'avait déjà expérimenté ensemble, de tenir compte des dynamiques de pouvoir, c'est travailler avec des patients partenaires, entre autres, citoyens partenaires, de s'assurer qu'on voit au chapitre, on parle entre autres d'inégalité épistémique, entre autres. Donc, de vraiment comment on peut leur accorder une place pour faire valoir ce savoir-là, en fait, qui est essentiel là, dans la mise d'un plan d'action pertinent et concerté. Tout ce qui est efficacité, mobilisation, on a du monde d'action autour de la table, veulent voir des résultats à très, très court terme, sinon on se démobilise. Donc, on a cet enjeu-là constant. Donc, peut-être rapidement, ce qu'on a fait, bon, on les a fait jouer. On les a fait jouer, en fait. Puis on a vraiment créé une mobilisation. On les a pas mis autour de la table tout en même temps parce que là, on a dit, il y en a qui vont prendre le crash-fort en bon beau-son. On a commencé à jouer avec des autocollants. Bon, on a identifié nos obstacles, nos priorités. Ensuite, on est allé en Café du Monde, en fait, les questionner sur les contextes, les particularités régionales à prendre en considération, les initiatives locales, quels sont les principaux besoins. Puis on a terminé en groupe de discussion alors que vraiment tout le monde s'était parlé, on avait déjà pris le café, donc ça allait très bien, pour se doter de principes qui devaient guider notre action.
Là, j'ai perdu mon chronomètre. Est-ce qu'on est correct, M. Villedieu? Il vous reste 5 minutes. C'est parfait. Il n'y a pas de souci. S'il y avait un peu de temps pour les questions. Oui, d'accord. Les principes qu'on s'est donnés, dans le fond, dans le cadre de ce groupe de discussion-là, on veut des solutions, on ne veut pas du mur à mur pour toute la région, on veut être capable d'adapter, on veut une démarche qui soit participative, on veut qu'on respecte le libre choix des citoyens, on veut des solutions simples qui ont fait leur preuve, on veut construire sur des actions et des relations qui existent déjà, on veut reposer en fait l'action sur des leaders locaux, faire valoir l'empowerment en fait des communautés, on veut des mesures pérennes et on veut un projet pilote qui va être évalué. Donc, on a des rapports qui sont qui ont été soumis du côté du ministère. On travaille fort sur celui pour le 6, mais il y a des publications également si c'est important pour nous de faire valoir. Suite à ça, on a décliné en fait des objectifs généraux spécifiques en plan d'action. On est allé tout de suite mobiliser notre comité intersectoriel, les consulter là-dessus, dans le cadre d'un sondage en ligne. Et vendredi, on préparait ça en même temps tout à l'heure. Deuxième séance de consultation, on est vraiment dans la prise de décision dans le cadre d'ateliers délibératifs. On a les mêmes défis qu'à la première, donc vraiment d'avoir des résultats à très court terme. À venir, on développe notre plan d'action cet été. On va être en recherche de financement, mais déjà, on a des partenaires qui nous ont envoyé un petit salut. Venez nous voir, ça nous intéresse. Donc, ça vaut la peine, ces initiatives-là. Vraiment, on nous sent très structurés. C'est bien fondé aussi sur la communauté. Donc, on pense qu'on devrait arriver à financer ça. Donc, on vous laisse sur les leçons qu'on a apprises, en fait, ensemble. Donc, la combinaison des savoirs. On se parlait aussi, tout ce qui est au niveau, il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans le projet. On est vraiment, tout le monde a son petit bout, amène son petit bout à une solution qui est complexe. Et on prend le temps aussi dans toutes les consultations, comment on peut s'assurer que tout le monde va être capable de parler, donner son point de vue. Donc c'est un facteur vraiment là, qui fait une constante, objet d'une constante considération là, dans nos discussions. La présence d'un gestionnaire en fait autour de la table, qui est Mme Julie Lambert, ça c'est vraiment un facteur de succès. L'avoir avec nous, c'est très très facilitant en fait au niveau des moyens des décisions qui se prennent. On a un défi commun, constant, de l'efficacité, garder nos participants actifs, mobilisés, parce qu'on ne veut pas que ce soit notre plan d'action, même si c'est Jenny qui a parti en fait le bal, l'initiation, mais on veut que ce soit notre plan d'action, que ce soit un plan d'action pour la région. Donc ça, on garde ça en tête. Je vous parlais d'initiatives structurantes, en fait. C'est un terreau fertile aussi. Moi, comme chercheur, là, tout ce qu'on fait là, comme consultation, c'est super intéressant parce qu'on va l'appliquer dans le projet dont on parlait ce matin, de ces inondations en Beauce. On les expérimente, ça va bien. Moi, c'est vraiment riche, même juste au niveau de la méthode, puis au niveau du contact aussi. Je sais que le mot de la fin. Ben, peut-être non, mais peut-être les besoins en fait qui vous ressentent. Rapidement aussi, effectivement, Lily elle a inséré besoin de soutien en recherche, équipe santé, environnement, prévention, promotion. On est des petites équipes. Nous, on a des mandats de première ligne. Notre temps il est très occupé pour ça, on fait de la protection. Et quand c'est temps de travailler des gros projets comme ça, on aime ça avoir des mains, on n'a pas le temps, on n'a même pas accès à des articles scientifiques, à ces affaires-là. Fait que vraiment, tu sais, d'avoir quelqu'un, ben nous, on peut mettre notre temps ailleurs là, à ce moment-là, de travailler plus en complémentarité. Fait que vraiment, gardez ça en tête. Aussi. Il y a des besoins. Là-dessus, je sais pas, je vous remercie beaucoup. Je sais pas s'il y en a qui avaient des questions pour nous. Le problème est très simple. La personne qui travaille sur mon puits artésien m'a dit c'est très simple votre affaire. Coupe de fond par année, vous prenez une poignée de chlore que vous mettez dans votre piscine, vous jetez ça au fond puis c'est réglé. C'est pas compliqué votre affaire. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On a le temps pour tout à fait au fond, monsieur. Madame, pardon. Non, je cherche. Une lumière dans la face. Je travaille au Centre de ressources pour les soins, ça veut dire du sud de la capitale nationale. Est-ce que ça soulève votre préoccupation, tout ça sur quoi vous travaillez? C'est l'accès à l'eau potable. Est-ce que c'est un droit ou un privilège? Donc, quand on est dans une grande ville où est-ce qu'il y a des infrastructures pour pouvoir chlorer l'eau, la décontaminer, mais quand on est plus éloigné des grands centres, on est comme laissé avec notre problème. Ça dépend où est-ce qu'on va s'installer. Quelqu'un pourrait dire, vous avez choisi d'aller vous installer là, l'eau s'y rend pas. Donc, je trouve que c'est un débat éthique. Hein? Et il y a des responsabilités aussi de
je trouve, gouvernementale, municipale et sociale autour de l'accès à l'eau potable. Oui, la responsabilité des propriétaires de faire les tests, mais je vais juste plus loin encore, c'est l'accès à l'eau potable. Non, effectivement, vous avez raison. Puis, comme vous avez nommé tous les paliers aussi qui sont impliqués là, dans cette problématique-là, qui rend ça encore plus intéressant. En fait, peut-être c'est assez facile de mobiliser les gens autour d'un enjeu comme ça. Il n'y a personne qui est contre ça, un accès à l'eau potable. Donc, les gens qu'on sollicite, des fois, c'est comme embêtant de dire non. Puis, même moi, c'était pas mon domaine. Moi, je ne suis pas experte de contenu du tout là-dedans. Mais quand Jenny est arrivée avec une problématique comme ça, je me suis dit oui, ça n'a pas de bon sens parce qu'il y en a des inégalités qui sont liées au milieu où on vit. Donc, vous avez tout à fait raison. Mais les gouvernements, les ministères sont là. Jusqu'à maintenant, on va essayer de les Très rapidement, une dernière question. Oui, il y a un élément qui m'a vraiment surpris avec votre mot de fin. Vous dites que vous n'avez pas accès à des articles scientifiques, ça. À la direction de la santé publique, vous n'avez pas Google accès. Scholar. C'est comme Il manquait d'eau. Recherchant, c'est créer quelque chose qui a manqué d'air, après ça, manquer d'articles scientifiques. Après ça, manquer d'eau. Le message est envoyé au centre de recherche. La direction de la recherche et de l'enseignement. À la direction de la recherche et de l'enseignement. Merci beaucoup. Madame Lessard, merci. On passe maintenant à la prochaine communication, celle de Neil Pollock et de Dominique Buteau. Neil Pollock est chercheur au centre de recherche du CIS de Chaudière-Appalaches. Il était un doctorant en physiologie environnementale. Il est professeur au département de kinésiologie de l'Université Laval et titulaire de la chaire de médecine en médecine hyperbare. Alors, ils sont électrisants, ils ont arrêté ils sont électrisants. Et aussi directeur de la recherche du groupe international Virus Alert Network. Chercheur régulier et clinicien au centre de recherche du CIS de Chaudière-Appalaches, Dominique Buteau est aussi médecin-chef du service de médecine hyperbare du CIS et médecin en médecine d'urgence. Il est professeur agrégé de clinique à la faculté de médecine de l'Université Laval et directeur médical du centre de médecine de plongée du Québec. On reste dans l'eau, si je comprends bien. Là, on dit des petites Des volets électriques. Des petites excuses parce que probablement, quand vous êtes ici, plutôt. Ça vous montre que